Après 4 mois d'utilisation intensive du Nikon Z8, je peux te dire une chose, ce boîtier m'a fait oublier tout ce que j'ai utilisé auparavant. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres via cette vidéo, bienvenue, moi c'est Ina Photographie, je suis photographe professionnelle spécialisée en portrait canin depuis maintenant plusieurs années et je suis également formatrice pour les passionnés. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner le boîtier du Nikon Z8, mon avis complet. Et si tu veux voir mon avis à chaud au moment de l'achat, j'ai fait ce vlog juste ici que tu peux aller regarder. Ça fait maintenant 4 mois que j'utilise le Nikon Z8 de manière professionnelle et assez intensive. Et aujourd'hui, je vais être complètement honnête avec vous. On va parler des points faibles, des points forts. Je vais vous donner toutes les spécificités que j'ai remarquées pendant les 4 mois d'utilisation. Alors, j'utilise le Nikon Z8 en boîtier principal désormais et pour de la photo, donc tout type de photo, donc d'action, de portrait et également même en studio et aussi pour de la vidéo. Pour de la vidéo un petit peu moins, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Donc on va voir également en quoi il est intéressant pour les vidéos. Donc on va commencer par les points faibles parce qu'il y en a quand même un petit peu et pour être honnête, les points faibles sont pas forcément gênants pour moi, mais c'est quand même important d'en parler. Alors, premier point faible, on va parler de l'autonomie. Quand on m'a vendu le Nikon Z8, on m'a beaucoup parlé de l'autonomie et du fait que comme c'est un gros boîtier quand même qui consomme beaucoup, l'autonomie était pas terrible. Franchement, moi je fais rarement des journées entières intensives de shooting. En général, mes plus gros jours de shooting c'est sur des demi-journées et ayant 3 batteries toujours chargées dans mon sac, je n'ai vraiment pas eu de soucis de ce côté-là. Alors peut-être qu'en utilisant toute la journée, en le gardant allumé pas mal d'heures consécutives, ça peut poser problème, mais pour le coup c'est pas quelque chose que je fais, donc pour moi ça m'a pas gêné. Après oui, il consomme plus que le Nikon Z6 II par exemple que j'avais juste avant, mais c'est pas un frein pour moi. Après c'est quand même bon à savoir, il faut toujours avoir une ou deux batteries en plus chargées, surtout si vous faites des longues journées shooting, voilà pour l'autonomie. Ensuite on va parler de la taille des fichiers parce que c'est un boîtier qui a 45 millions de pixels, donc forcément par rapport au Z6 II qui en a 24, on a forcément une meilleure qualité d'image et la possibilité de cropper plus ses photos, mais en contrepartie c'est quand même des fichiers qui sont assez lourds, donc plus de stockage, quasiment le double, donc du coup ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est des fichiers plus volumineux et du coup ça prend plus de place. Ensuite on va parler de vidéo cette fois-ci et d'une légère surchauffe qu'on peut constater si on filme en 8K. Alors je ne filme pas en 8K, je ne l'ai pas encore utilisé en 8K parce que j'en ai pas besoin, moi je le filme en 4K 120 et pour le peu que j'ai filmé avec, alors j'en fais pas mal de vidéos mais c'est des plans assez courts en général, je n'ai constaté aucune surchauffe du boîtier. Donc voilà, en 4K 120 en tout cas, il n'y a pas de souci. Après pour la 8K je testerai peut-être plus tard. Pour l'instant j'en ai pas eu l'utilité et je vois pas trop comment j'en aurai l'utilité, mais un jour viendrai et je vous ferai l'update du coup pour le côté 8K. Alors ensuite on va parler de l'appareil. Donc quand je l'ai déballé pendant le vlog, j'ai remarqué tout de suite qu'il était plus gros et plus lourd que le Z6 II. Alors effectivement, le poids peut être quelque chose qui peut freiner certains. Surtout qu'en photographie animalière, on a également des objectifs qui sont des téléobjectifs et qui forcément sont lourds et assez gros. Donc ça va vite en poids. Moi pour le coup j'ai pas de longue focale par exemple comme le 70-200, mais de ce que je sais le 70-200 est un poids similaire au 135, donc oui c'est lourd, oui c'est plus lourd que le Z6 II par exemple, mais il est moins lourd et plus compact que le Z9 par exemple, donc le Z9 qui a un grip intégré directement sur le bas et qui du coup est bien plus lourd. Celui-là il reste quand même, alors je vais pas dire léger parce qu'il l'est pas, mais ça va. Moi ça m'a pas du tout gêné. Au début ça a fait une différence quand même avec le Z6 II, je vais pas mentir, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a gêné. Mais c'est quand même un des points faibles, il est quand même un petit peu plus lourd que les autres. Et ensuite, pour finir sur le dernier point faible de ce boîtier, vous allez vous en douter, c'est le prix. Il est quand même assez cher, il coûte 4 700 € au moment où je l'ai acheté il y a 4 mois, donc je sais pas s'il a peut-être potentiellement baissé, bien sûr au prix neuf. Voilà, donc c'est quand même un point faible pour moi parce que c'est un sacré investissement. Tout le monde ne peut pas forcément se permettre de mettre des telles sommes dans du matériel. Donc voilà, c'est quand même un point à prendre en compte. Après, est-ce qu'il vaut son prix? Oui, pour l'avoir vraiment testé dans de conditions différentes, basse lumière, avec des courses très rapides de chiens, vraiment vous serez pas déçus de ce boîtier. Et je ne regrette pas d'avoir mis mon argent dans ce boîtier là, pour moi il en vaut largement le coup, mais c'est quand même un point faible à prendre en compte, c'est un boîtier qui est très cher.
Ensuite, on va passer au point fort du Nikon Z8. Donc, on va commencer par la qualité d'image. Forcément, il a une meilleure qualité photo que le Z6 II. On passe sur un capteur 45 millions de pixels, donc forcément on a plus de détails dans les photos. Et du coup, possibilité aussi de cropper les photos sans perdre en qualité. Là, j'ai remarqué une réelle différence, mais après c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, parce qu'en général j'essaye de cadrer correctement dès la prise de vue. Mais voilà, on a des situations où ça peut arriver, on est un petit peu loin et on a envie de cropper. Pour le coup, ça c'est super. J'ai également fait imprimer une photo qui est juste ici derrière de ma chienne, et pour le coup là elle est vraiment grande et très agrandie et on a juste un détail qui est dingue. Donc ça aussi je l'ai testé et je peux vous le dire, si vous faites des agrandissements, des impressions de photos, ce boîtier vous décevra pas. Ensuite on va passer au point fort qui m'intéressait le plus au début, et pour le coup c'est celui que j'ai le plus adoré, c'est l'autofocus. On a un autofocus qui est très réactif, très rapide et très précis. Alors je l'ai testé dans plein de conditions différentes pareil, et il ne m'a jamais déçu. Sachant que je l'utilise avec la détection de l'œil des animaux, donc avec le Z6 II, j'arrivais à utiliser la détection de l'œil des animaux, mais plutôt sur du portrait assez simple et calme, pas sur des photos d'action. Voilà, l'autofocus ne suivait pas. Là pour le coup, il suit, et plutôt bien. J'ai très peu de loupés. Il y a aussi un mode suivi 3D qui est plutôt performant et que j'utilise aussi parfois, même sur des animaux sombres, avec des robes sombres où on voit pas forcément très bien les yeux, sur des conditions de lumière difficiles, sur du mouvement rapide. Il m'a pas déçu, il est réactif, il est efficace, et franchement ça c'est un des gros points forts dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ensuite, on va parler de la rafale qui est également un point fort de ce boîtier. Ce boîtier va jusqu'à 120 images par seconde, alors par contre c'est du JPEG, ce sera pas en RAW. En RAW il va jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est déjà très bien, et du coup la rafale est très performante et ça suit très bien même sur des photos en mouvement très rapide. J'ai pas eu de soucis du tout, et du coup ça me permet d'attraper tous les mouvements de la course et de pouvoir choisir ensuite les photos que je préfère. Et donc ça, la rafale, également un des gros points forts de ce boîtier. Je ne suis pas déçue du tout. Ensuite, on va passer à l'aspect vidéo. C'est également un point pour lequel j'ai acheté ce boîtier. Alors le Z6 II était déjà très bien en vidéo, j'avais pas vraiment de soucis. Mais voilà, je sais que le Z8 était quand même pas mal au-dessus pour tout ce qui est vidéo. Donc on a la 4K 120 qui est parfaite pour moi par rapport à ce que je veux créer comme contenu. Et également, le boîtier est très bien stabilisé parce que moi j'aime filmer à la main. Parce qu'en général, mes séances vidéo sont faites pendant mes séances photo et je peux pas me permettre de mettre mon appareil photo sur mon stabilisateur, l'enlever pour les photos, le remettre sur le stabilisateur, c'est pas pratique pour moi, et j'ai rarement des séances vidéo seule. Et pour la petite anecdote, les premières fois où j'ai fait des vidéos avec ce boîtier, j'avais très mal au dos, et donc en fait mes bras tremblaient comme ça pendant que je filmais, et j'étais en train de me dire bon super, je voulais faire un test vidéo, au final je vais rentrer, je suis quasiment sûre que ça va être catastrophique et que je vais pas pouvoir voir les performances, son niveau maximum du boîtier. Et je suis rentrée, j'ai importé mes vidéos, mes tremblements ne se voyaient quasiment pas. Ce boîtier ne bouge pas. Il a une stabilisation qui est juste top. Donc pour ceux qui aiment filmer à la main, c'est vraiment le top du top. Donc voilà. Donc pour la stabilisation, c'est juste parfait. Et également la qualité d'image, bah pareil, franchement je pensais pas qu'il allait avoir une telle différence de qualité photo avec le Z6 II, mais pour le coup, bah en tout cas pour la vidéo c'est flagrant. Des vidéos juste top, et en fait depuis que j'ai ce boîtier, ça m'a donné encore plus envie de faire des vidéos. Déjà que la vidéo c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal de base, mais là avec autant de performance, forcément on a envie de développer cette partie-là de mon activité. Ensuite, on va passer à la partie ergonomie et prise en main. Alors, pour les boîtiers Nikon, je suis jamais déçue de l'ergonomie des boîtiers en fait. Alors après, c'est une question de goût. Moi j'adore, les écrans sont toujours très lumineux et assez grands. Les boutons sont bien placés. On a toujours des bonnes poignées dans l'ensemble, même avec le Z6 II, là ça vaut pour les deux. Par contre, le Nikon Z8 est un peu au-dessus au niveau de la prise en main. En fait, c'est parce que le boîtier est un peu plus gros, je pense, que je préfère. Et du coup, bon, j'ai des petites mains, mais quand j'attrape mon grip comme ça de mon boîtier, et ben en fait je suis super à l'aise et j'ai une bonne prise sur mon boîtier, et du coup ça me plaît beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne l'ergonomie des boutons, alors d'ailleurs un point faible dont je vous ai pas parlé, ça va être par rapport à un des boutons, je vais vous en parler après. De manière générale, donc l'ergonomie du boîtier est très bien. Les boutons sont bien situés. D'ailleurs, on a un changement par rapport au Nikon Z6 II, c'est la molette ici qui a disparu sur le haut. Et du coup, maintenant, on a des boutons qui sont utilisables avec les molettes classiques. Et ça, je trouve ça très bien. Moi, je préfère comme ça. On a en raccourci la rafale, les différents modes, la balance des blancs et l'exposition. Donc ça, c'est super. Mais par contre, au niveau des boutons, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est ce bouton latéral sur le bas qui est juste ici.
Quand j'ai déballé mon boîtier, je ne savais pas à quoi servait ce bouton, mais je l'ai vite découvert. C'est un bouton raccourci qui permet, alors là pour le coup quand on appuie dessus et qu'on défile les molettes, ça change les modes d'autofocus. Mais quand on appuie également une fois dessus, ça change, enfin ça switch entre les différents modes aussi. C'est pas mal. Alors je comprends l'idée. Par contre, moi j'ai pas kiffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai mon objectif qui est fixé sur mon boîtier et que je fais mes photos comme ça, j'ai tendance à avoir ma paume ici de la main qui appuie sans faire exprès sur ce bouton. Et en fait, je me suis retrouvée plusieurs fois à avoir mon mode qui switch sans que je le veuille. Et ça, bon alors je le remarque en général et du coup ça me permet de revenir sur le mode initial. Mais voilà, pour moi ça fait partie d'un des points faibles, c'est ce bouton n'est pas très bien situé, je trouve. Et il est plutôt gênant par rapport à la prise en main qu'on a du boîtier. Après, à savoir que, alors j'ai pas testé parce que moi du coup je m'y suis habituée assez vite et maintenant je fais avec. Je l'ai gardé parce que des fois ça me permet de switcher rapidement entre mes modes et je l'utilise quand même. Mais normalement on peut le désactiver ou changer. Bah à quoi il sert si vous voulez que ça serve à autre chose par exemple. Je l'ai pas fait mais on peut le faire. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Ensuite on va passer à tout ce qui est connectivité et au workflow de l'appareil. Alors au niveau des connectivités on passe sur des prises USB-C. Donc ça c'est très bien parce que maintenant forcément avec les nouveaux appareils on est que sur de l'USB-C. Et l'HDMI aussi a changé sur le Z8. C'est un HDMI maintenant qui est de... Enfin c'est pas un mini HDMI en fait. C'est un HDMI classique. Alors est-ce que ça sert? Moi personnellement, à part quand je branche, vous savez, mon petit boîtier de recopie d'écran sur le haut, là ça me sert à ce moment-là. Après j'utilise pas forcément mon HDMI d'une autre façon parce qu'en fait j'importe mes photos directement et que je les ai ensuite sur mon ordinateur. Mais voilà, à savoir que l'HDMI change sur le côté. Et pour tout ce qui est du coup transfert de données, il est très rapide. Bon, de toute façon dedans on a une puce qui est très rapide et du coup ça permet de faire des transferts quand même assez rapides. C'est toujours moins rapide que le Z6 II. Le Z6 II on est sur du 24 millions de pixels donc forcément les fichiers sont plus légers, plus rapides à transférer. Moi j'ai remarqué une différence directement les premiers jours sur mon transfert de données. Bon c'est plus lent forcément, mais c'est pas si lent que ça. Franchement pour des tailles de fichiers qui ont doublé, je trouve que ça va. Et du coup pour terminer avec le dernier point fort dont je voulais vous parler, et de toute manière c'est quelque chose que je vous ai rabâché même pendant la vidéo du vlog, c'est l'écran de cet appareil photo là, du coup qui est inclinable sur plusieurs axes. Donc vous avez cet axe là, donc l'axe en général que tout le monde a, mais également vous avez possibilité de le basculer en portrait comme ceci et du coup c'est juste top parce que moi je suis souvent en mode portrait plutôt que paysage et ça me permet de ne plus me casser le dos. Donc cet écran est juste top, je l'utilise tout le temps en rotation. Et un des gros points forts de cet appareil pour moi, c'est l'écran de l'appareil photo également. Donc pour terminer, un dernier point. Pourquoi avoir choisi le Nikon Z8 plutôt que le Nikon Z9? Alors déjà, et en grande partie, c'est à cause du grip intégré du Z9. Pour moi, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop lourd. Je ne me voyais pas du tout avec un si gros boîtier, sachant que j'ai un grip à côté que je peux intégrer à mon appareil photo si j'en ai envie. Je préfère avoir le choix. Pour moi, le Z9, il est vraiment beaucoup trop lourd et trop gros. Avec le Z8, le Z8 est quand même un peu plus lourd que le Z6 II, mais il reste quand même compact et léger, du coup bien plus pratique quand on se déplace dans le sac à dos, même quand on part en week-end, quand on a envie d'avoir l'appareil photo sans trop de contraintes au niveau du poids. Il est juste top, à savoir que le Z8 ça reste un mini Z9 parce qu'ils ont la même puce à l'intérieur, donc moi c'est aussi en grande partie que je l'ai pris pour l'autofocus plus rapide, pour avoir une puce plus rapide en fait, et du coup sur ce point là c'est les mêmes, ils ont les mêmes mises à jour et ils ont les mêmes capacités. Donc ce qui va changer c'est vraiment le format compact et pour moi il est juste top comme ça et je ne regrette absolument pas. J'avais un peu peur de regretter de ne pas avoir pris le Z9 et finalement pas du tout. Si c'était à refaire je reprendrais le Z8. Donc pour conclure, après 4 mois d'utilisation, évidemment que je vous le recommande. Alors il reprend les performances du Z9 mais dans un boîtier plus compact, bien plus pratique pour moi. Il a un autofocus et une qualité photo juste incroyable, donc ça vous serez pas déçus non plus. Bien sûr, il a quelques points faibles et quelques limites, mais moi personnellement, dans le cadre de mon activité, ça ne me dérange absolument pas. Le peu de points faibles qu'il y a, franchement, pour moi, c'est pas vraiment des points faibles. Alors c'est important d'en parler aussi, faut pas non plus dire que le positif, mais voilà, pour moi en tout cas, ça ne me pose aucune limite, je suis pas limitée dans mon activité. Je l'adore, je le rechoisirais les yeux fermés si c'était à refaire. Donc est-ce qu'il faut acheter le Nikon Z8 en 2025? C'est un grand oui. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura pu te décider si jamais tu hésitais à acheter le Nikon Z8. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée du coup à l'autofocus de ce boîtier et à mes réglages photographiques Canon en action du coup.
Pour conclure, le Nikon Z8, c'est pas juste un boîtier photo, pour moi c'est devenu mon meilleur allié dans mon activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.